Je m'appelle Mason. Je viens d'avoir 34 ans le mois dernier. Pendant des années, j'ai discrètement payé le prêt immobilier de la maison de mes parents. Même après qu'ils aient tout laissé à mon jeune frère, Derek, dans leur testament, pas un seul remerciement de leur part. Quand j'ai finalement arrêté les paiements, mon téléphone est resté silencieux pendant exactement 30 jours. Puis est arrivé un texto de maman, près du. Ma réponse calme a tout changé. Si vous voulez savoir ce que l'on ressent vraiment lors d'une trahison familiale, restez avec nous. Dites-moi d'où vous regardez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, et préparez-vous à une histoire sur le fait de s'affirmer. J'ai grandi dans un quartier de classe moyenne en périphérie de Chicago. Notre maison n'avait rien de spécial, mais elle se trouvait dans un bon district scolaire, ce que mes parents ne manquaient jamais de me rappeler être la raison pour laquelle ils s'étaient serré la ceinture pour l'acheter. Papa travaillait comme ingénieur en structure pour une entreprise de construction, faisant souvent des semaines de 60 heures pendant la saison estivale. Maman enseignait en 3e année à l'école primaire à seulement 3 pâtés de maison de chez nous, ce qui signifiait qu'elle pouvait garder un œil sur moi même quand je n'étais pas dans sa classe. Depuis mes plus lointains souvenirs, il y a toujours eu cette tension tacite entre moi et mes parents. Rien de dramatique ou d'abusif, juste cette pression constante de réussir, d'exceller, de justifier leur investissement en moi. Chaque bulletin scolaire devenait un référendum sur ma valeur. Un A n'était pas célébré. Il était remis en question. Qu'est-il arrivé aux autres points, demandait papa en fronçant les sourcils devant le papier comme si je l'avais personnellement insulté. Puis Derek est arrivé quand j'avais 5 ans. Dès le début, il était clair qu'il fonctionnait selon un ensemble de règles différents. Là où on attendait de moi que je sois indépendant, il était choyé. Là où je faisais face aux conséquences, il recevait des 2e, 3e et 4e chances. À l'âge de 12 ans, je préparais mes propres déjeuners et réglais mon réveil. Derek, à 7 ans, avait encore maman qui lui coupait les croûtes de ses sandwichs et le bordait le soir. Je ne dis pas qu'il était gâté, exactement, mais il y avait définitivement un double standard. Un souvenir me revient de manière vivide. Quand j'ai eu 16 ans, je voulais un ordinateur portable pour l'école. Mes parents m'ont dit que c'était une dépense inutile et que je pouvais utiliser l'ordinateur de bureau familial dans le salon. J'ai donc trouvé un travail d'emballeur à l'épicerie locale, économisant chaque centime pendant 4 mois jusqu'à ce que j'ai assez pour un modèle de base. La même année, Derek a eu 11 ans et a reçu la dernière PlayStation avec 6 jeux pour son anniversaire. Quand j'ai souligné l'incohérence, maman a dit, Derek a besoin de plus d'encouragement pour ses études. Les jeux sont des incitations. Peu importait que l'idée d'étudier de Derek consistait à ouvrir un manuel tout en jouant à ses jeux. Le schéma s'est poursuivi au lycée. J'ai maintenu une moyenne de 4.0 tout en travaillant 20 heures par semaine et en jouant au baseball. Derek a à peine réussi ses cours, a abandonné chaque activité extrascolaire qu'il a commencé, mais a quand même eu une voiture pour son 15e anniversaire, même pas son 16e, son 15e, pour qu'elle soit prête pour lui quand il obtiendrait son permis. L'université a été le moment où la disparité est devenue impossible à ignorer. J'ai postulé à 8 écoles et j'ai été accepté dans 6, y compris Northwestern et l'Université du Michigan. J'ai choisi l'Université de l'Illinois parce qu'ils m'ont offert une bourse partielle. Même avec cela, mes parents m'ont informé qu'ils ne pouvaient contribuer qu'environ $5 000 par an à mon éducation. Nous avons économisé, mais avec la baisse du marché immobilier, nous n'avons tout simplement pas ce que nous pensions avoir, a expliqué papa, l'air sincèrement désolé. J'ai compris. J'ai contracté des prêts, j'ai travaillé à temps partiel au service d'assistance informatique du campus et j'ai obtenu mon diplôme avec environ $70 000 de dette. 4 ans plus tard, quand Derek est allé à l'université, l'histoire a radicalement changé. Il a été admis à la Southern Illinois University avec des notes que l'on pourrait généreusement qualifier de médiocres. Soudain, mes parents avaient assez d'argent pour payer l'intégralité de ses frais de scolarité, lui acheter un nouvel ordinateur portable, meubler son appartement et lui donner une allocation mensuelle. Quand j'ai interrogé maman à ce sujet lors de l'un de nos appels téléphoniques de plus en plus rares, elle a dit, « Ton frère n'est pas aussi débrouillard que toi, Mason. Il a besoin de plus de soutien pour réussir. » Cette phrase est devenue un thème récurrent dans notre dynamique familiale. J'étais débrouillard, indépendant et capable, tous des mots de code pour dire « Nous n'avons pas besoin de t'aider ». Derek était sensible, cherchait encore sa voie et avait besoin de structure, tous des euphémismes pour dire « Nous continuerons à le soutenir indéfiniment ». Malgré tout cela, j'ai maintenu une relation avec mes parents. Elle n'était pas proche,
Mais elle était civile. Des dîners dominicaux une fois par mois quand j'étais en ville. Des appels téléphoniques pour les anniversaires et les vacances. Je me disais que la famille, c'est la famille, et que garder rancune ne me ferait que du mal à long terme. Ce que je ne réalisais pas à l'époque, c'est à quel point ces dynamiques précoces préparaient le terrain pour des déceptions bien plus grandes à l'avenir. Les petites inégalités de l'enfance n'étaient que des répétitions pour la performance principale qui viendrait après que la santé de mon père a commencé à décliner. Mais je m'avance. À la fin de la vingtaine, j'avais établi une vie indépendante de ma famille. J'avais des amis qui m'appréciaient, des collègues qui me respectaient, et un sentiment croissant que peut-être la distance entre moi et mes parents n'était pas entièrement une mauvaise chose. Pourtant, il y avait toujours cet espoir persistant qu'un jour ils me verraient clairement et reconnaîtraient ce que j'avais accompli par moi-même. Cet espoir me maintenait lié à eux, répondant à leurs demandes d'aide occasionnelle, me présentant aux fonctions familiales et maintenant la façade que tout était normal. En réalité, j'étais le membre de la famille qu'ils appelaient quand ils avaient besoin de quelque chose de pratique, tandis que Derek restait le centre émotionnel de leur monde. Je me demande parfois si les choses auraient tourné différemment si je les avais confrontés plus tôt à ce déséquilibre. Mais comme beaucoup d'enfants qui grandissent dans des familles subtilement dysfonctionnelles, j'avais normalisé la normale. Il faudrait un événement beaucoup plus dramatique pour enfin m'ouvrir les yeux sur la réalité de ma position dans la hiérarchie familiale. Après avoir obtenu mon diplôme en informatique avec cette montagne de dettes, je suis retourné à Chicago et j'ai pris le premier emploi que j'ai pu trouver, un poste de support technique dans une société de logiciels de taille moyenne. Le salaire suffisait à peine à couvrir mes remboursements de prêts étudiants et un minuscule studio dans un quartier que les agents immobiliers qualifiaient avec optimisme de « en transition ». Mon premier bureau était dans une pièce sans fenêtre qui avait auparavant servi de débarras. Les bouches de climatisation ne l'atteignaient pas tout à fait, alors les étés se passaient à transpirer dans mes chemises tout en expliquant aux clients comment éteindre et rallumer leur ordinateur. Mais c'était un pied dans la porte de l'industrie technologique, et j'étais déterminé à grimper. En un an, j'en avais assez appris sur le logiciel de l'entreprise pour passer du support technique à l'assurance qualité. L'augmentation était modeste, mais l'expérience était précieuse. J'ai commencé à suivre des cours en ligne le soir pour apprendre des langages de programmation qui me rendraient plus attractif sur le marché. Ma vie sociale se résumait à des nouilles ramen, des boissons énergisantes et la lueur de mon écran d'ordinateur jusqu'à 2 heures du matin. Derek, pendant ce temps, avait changé de spécialité 3 fois et était sur un cursus de 5 ans à Southern Illinois. Mes parents n'ont jamais mentionné d'inquiétude concernant ce calendrier prolongé ou les dépenses supplémentaires. Quand je leur rendais visite à Noël, Derek régalait tout le monde avec des histoires de fêtes de fraternité et de voyages de spring break en Floride, tout cela financé par la banque de papa et maman. À ma 3e année de carrière, j'avais rejoint une petite entreprise de développement de logiciels en tant que développeur junior. L'augmentation de salaire m'a permis de déménager dans un appartement légèrement meilleur et d'accélérer le remboursement de mon prêt étudiant. J'étais déterminé à être libre de dettes avant 30 ans, un objectif qui exigeait un budget strict et peu de luxe. À 27 ans, j'ai décroché un poste de chef de projet dans une entreprise technologique en pleine croissance spécialisée dans les logiciels de santé. Le salaire était enfin à la hauteur de mon expérience et de mon éducation, et j'ai commencé à voir la lumière au bout du tunnel financier. La même année, Derek a obtenu son diplôme et est retourné vivre temporairement à la maison pendant qu'il réfléchissait à son avenir. Réfléchir à son avenir consistait principalement à dormir jusqu'à midi et à postuler sans conviction à des emplois pour lesquels il n'était pas qualifié ou qui ne l'intéressaient pas vraiment. Quand j'ai suggéré qu'il pourrait commencer par un poste de débutant juste pour acquérir de l'expérience, il a ricané. Je n'ai pas fait un diplôme en commerce pour répondre au téléphone, maçonne. J'ai mordu ma langue, me souvenant trop bien de mon propre temps passé dans le placard sans fenêtre à faire exactement cela. Après 8 ans de paiement discipliné et de dépenses de vie minimale, j'ai finalement remboursé mes prêts étudiants. Le sentiment de liberté était indescriptible. Pour la première fois de ma vie d'adulte, mon salaire était vraiment le mien. J'ai célébré en m'offrant un dîner de steak et en achetant un nouveau matelas, du genre à mémoire de forme livré dans une boîte. L'année suivante, à 31 ans, j'avais économisé assez pour un acompte sur un petit condo à Logan Square. Ce n'était pas grand-chose, juste un T2 avec une cuisine en couloir et un balcon à peine assez grand pour une chaise, mais c'était le mien. La fierté que j'ai ressentie en signant ces papiers d'hypothèque est quelque chose que je n'oublierai jamais. Personne ne m'avait aidé. Personne ne s'était porté garant, ne m'avait donné d'argent ou ne m'avait mis en contact avec une offre spéciale.
Je l'avais fait entièrement par mon propre mérite et ma discipline. Le même mois, j'ai reçu un appel de maman. Papa avait des problèmes de santé et avait décidé de prendre une retraite anticipée. Leur revenu serait considérablement réduit et ils s'inquiétaient de joindre les deux bouts. La pension de l'entreprise n'était pas aussi substantielle qu'ils l'avaient espéré, et ils avaient puisé dans leurs économies pendant les longues études universitaires de Derek et son chômage subséquent. Nous ne demandons pas la charité, m'a assuré maman, bien que ce fût exactement ce qu'elle s'apprêtait à faire. Juste un petit coup de main avec le prêt immobilier jusqu'à ce que nous nous organisions, juste temporairement. Malgré notre histoire compliquée, ils étaient toujours mes parents. J'ai accepté de contribuer $1000 par mois à leur paiement hypothécaire. C'était une somme importante pour moi, surtout avec mon propre nouveau prêt, mais j'ai rationalisé que c'était la bonne chose à faire. La famille est de la famille, même quand l'aide a historiquement coulé dans une seule direction. Ce qui devait être une aide temporaire est rapidement devenu une attente régulière. Les mois ont passé, puis 1 an, puis 2. Derek avait finalement trouvé un emploi de représentant commercial pour un distributeur d'alcool, un poste qui semblait impliquer plus de boissons que de ventes. Il vivait au sous-sol de la maison de nos parents, soi-disant pour économiser de l'argent, bien que sa nouvelle voiture et ses fréquents week-ends suggéraient le contraire. Pas une seule fois pendant cette période il n'a proposé de contribuer aux dépenses du ménage. Pas une seule fois mes parents n'ont suggéré qu'il devrait le faire. La compréhension tacite était que Mason s'occuperait des questions pratiques. Mason était doué avec l'argent. Mason était responsable. En 3 ans, j'ai contribué plus de $40 000 au ménage de mes parents. J'ai retardé mes cotisations de retraite, reporté des améliorations à ma maison et rarement pris de vacances. Pendant ce temps, mes flux de médias sociaux se remplissaient de photos de Derek à des concerts, des événements sportifs et des bars, toujours souriant, toujours insouciant. Je me disais que c'était temporaire. Je me disais que j'accumulais du bon karma. Je me disais que sûrement, quand viendrait le temps pour mes parents de considérer leur héritage, ils se souviendraient de qui avait été là pour eux de manière pratique, qui avait sacrifié, qui s'était manifesté. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. L'appel est arrivé un mardi matin d'octobre. La voix de maman tremblait alors qu'elle me disait que papa avait eu un AVC. Il était stable, mais hospitalisé, et le pronostic était incertain. J'ai immédiatement pris un congé d'urgence et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital Northwestern Memorial, l'esprit rempli des pires scénarios. Papa avait l'air petit dans le lit d'hôpital, des tubes et des fils le reliant à des machines qui bipaient et bourdonnaient à un rythme qui semblait à la fois rassurant et menaçant. Le côté gauche de son visage était légèrement affaissé, et son bras gauche reposait immobile sur le drap blanc. Le médecin a expliqué que bien que l'AVC soit d'une gravité modérée, la convalescence serait une longue route impliquant une physiothérapie intensive. Maman était assise à côté de lui, serrant sa main droite, paraissant plus vieille que ses 66 ans. Quand elle m'a vu, un soulagement a envahi son visage. « Oh, Mason, Dieu merci tu es là. Je ne sais pas quoi faire de toute cette paperasse et les formulaires d'assurance sont si déroutants. » J'ai passé les heures suivantes à naviguer dans le système de santé labyrinthique, à parler aux représentants de l'assurance, à remplir des formulaires et à essayer de comprendre ce qui serait couvert et ce qui ne le serait pas. Il est devenu clair que même avec Medicare, il y aurait d'importantes dépenses à notre charge. « Où est Derek ?» ai-je demandé, remarquant finalement l'absence de mon frère. « Il est au travail », a dit maman sur la défensive. « Il ne peut pas tout laisser tomber comme ça. Son patron n'est pas aussi compréhensif que le tien. » J'ai ravalé la réplique qui me montait aux lèvres. Mon patron n'était pas compréhensif. J'avais accumulé des jours de congé personnel en ne prenant que rarement des vacances, mais me disputer n'aiderait pas papa. Je me suis donc concentré sur ce qui devait être fait. Au cours des semaines suivantes, une routine s'est installée. Je travaillais à distance pendant la journée depuis la maison de mes parents, puis j'emmenais maman à l'hôpital le soir. Derek se montrait occasionnellement pour de brèves visites, généralement vers l'heure du dîner, restant juste assez longtemps pour raconter sa journée à papa avant de sortir retrouver des amis ou sa petite amie. Papa a finalement été transféré dans un centre de rééducation où il passerait 6 semaines à réapprendre à marcher, à s'habiller et à effectuer les tâches quotidiennes de base. Le centre se trouvait à 40 minutes de la maison de mes parents, mais à plus d'1 heure de la mienne, ce qui rendait les visites quotidiennes logistiquement difficiles. Sans en discuter, il était entendu que je m'occuperais du transport, de la coordination avec les thérapeutes et des batailles continues avec l'assurance. J'ai réduit mes heures de travail, acceptant une baisse de salaire correspondante.
L'entreprise était compréhensive, mais avait des limites à sa flexibilité. Mon propre prêt immobilier et mes factures devaient toujours être payés, et maintenant je dépensais de l'argent supplémentaire en essence, en parking d'hôpital et en repas à emporter consommés sur le pouce. 2 mois après le début de la convalescence de papa, maman a reçu son propre diagnostic, insuffisance cardiaque congestive. Pas immédiatement mortelle si elle était bien gérée, mais assez grave pour nécessiter des médicaments, des changements alimentaires et une surveillance médicale régulière. Le stress de l'état de papa avait probablement exacerbé ses problèmes cardiaques sous-jacents. Maintenant, je coordonnais les soins pour mes 2 parents, faisant la navette entre différents établissements médicaux, allant chercher des ordonnances et essayant de maintenir une certaine apparence de ma propre vie. La contribution de Derek est restée minimale, limitée à des courses occasionnelles et à de brèves visites à l'hôpital, toujours avec une excuse prête sur des obligations professionnelles ou des engagements antérieurs. Au cours d'une semaine particulièrement épuisante, maman a mentionné qu'elle et papa pensaient à mettre à jour leur testament. Avec tout ce qui se passe, nous voulons nous assurer que nos affaires sont en ordre, a-t-elle expliqué. Pourrais-tu nous aider à trouver un bon avocat spécialisé en succession? J'ai fait des recherches et j'ai pris rendez-vous avec un cabinet très réputé spécialisé en droit des aînés et en planification successorale. J'ai conduit mes parents à la première consultation où l'avocat a expliqué le processus et les différentes options qui s'offraient à eux. Quand est venu le moment de discuter des détails de leurs biens et de leurs intentions, l'avocat a demandé si cela me dérangeait de sortir de la pièce pour préserver l'intimité de mes parents. Je n'y ai rien vu d'anormal à l'époque, supposant que c'était la procédure standard pour s'assurer que les clients pouvaient parler librement. Au fil des semaines, l'état de papa s'est amélioré progressivement. Il a retrouvé une certaine mobilité du côté gauche et pouvait parler plus clairement, bien qu'il se fatigue facilement et soit frustré par ses limitations. La santé de maman s'est stabilisée avec les médicaments, mais elle est restée fragile, tant physiquement qu'émotionnellement. La pression financière sur le ménage s'est intensifiée. Les factures médicales se sont accumulées malgré la couverture d'assurance. J'ai augmenté ma contribution mensuelle à 1 500 $, réduisant mes propres dépenses pour rendre cela possible. Je me suis convaincu que c'était temporaire, qu'une fois que papa irait mieux, les choses reviendraient à la normale. Puis est survenu un autre revers. Papa a développé une pneumonie et a été réadmis à l'hôpital. Son état affaibli a rendu l'infection particulièrement dangereuse et pendant quelques jours terrifiants, nous n'étions pas sûrs qu'il s'en sortirait. Il s'est brièvement rétabli, puis a de nouveau décliné. Les médecins nous ont préparés à la possibilité qu'il ne se remette pas cette fois. Derek s'est finalement montré de manière constante pendant cette crise, bien que sa présence ait parfois créé plus de stress que de soutien. Il remettait en question les décisions du médecin, suggérait des traitements alternatifs qu'il avait lus en ligne et se plaignait de la qualité des soins, le tout sans proposer de faire quoi que ce soit de pratique pour aider. Papa est décédé paisiblement un dimanche matin au début du printemps. Maman et moi étions à son chevet. Derek est arrivé 20 minutes après que l'infirmière a prononcé l'heure du décès. Les jours suivants se sont déroulés dans un brouillard d'arrangements funéraires, d'appels de notifications et de paperasse. J'ai géré la plupart de ces tâches en pilote automatique, le deuil temporairement suspendu au profit des nécessités pratiques. Les funérailles ont attiré beaucoup de monde. Papa était respecté dans sa profession et avait maintenu des amitiés remontant à ses années d'université. Derek a prononcé un éloge funèbre émouvant qui peignait un tableau d'harmonie familiale et d'aventures partagées qui semblait étranger à mon expérience. J'ai choisi de ne pas parler, sentant que tout ce que je dirais serait soit malhonnête, soit inappropriément révélateur. Après le service, Derek a longuement étreint maman, faisant étalage de son chagrin, puis a annoncé qu'il devait retourner chez sa petite amie pour digérer tout ça. Il ne resterait pas pour aider avec les innombrables tâches qui suivent un décès. Aucune surprise là. Cette nuit-là, seul dans mon condo, la réalité de la mort de papa m'a finalement frappé. Malgré notre relation compliquée, il avait été une constante dans ma vie, une figure dont je cherchais à la fois l'approbation et contre laquelle je me rebellais. Maintenant, il était parti et je n'aurais jamais l'occasion de résoudre nos tensions tacites ou de l'entendre dire qu'il était fier de moi. Je me suis autorisé une nuit de deuil avant de retourner chez mes parents le lendemain pour aider maman à trier les affaires de papa et à commencer le processus de règlement de sa succession. La lecture du testament était prévue pour la semaine suivante. Malgré tout, je nourrissais encore l'espoir que papa avait reconnu mes contributions et mon engagement dans ses dernières volontés. Cet espoir serait bientôt anéanti de la manière la plus douloureuse possible. La lecture du testament a eu lieu dans la salle de conférence du cabinet d'avocats que j'avais recherché et recommandé.
L'ironie de ce détail ne m'échapperait pas plus tard. L'espace était décoré avec goût, de cette manière professionnelle générique que les cabinets d'avocats ont tendance à avoir, des meubles en bois sombre, des peintures de paysages aux couleurs douces, des livres reliés en cuir sur des étagères qui semblaient n'avoir jamais été ouvertes. Maman était assise avec une immobilité inhabituelle, les mains jointes sur ses genoux, son alliance toujours à son doigt. Derek était affalé sur sa chaise, faisant défiler son téléphone jusqu'à ce que l'avocat s'éclaircisse la gorge de manière pointue. J'étais assis droit, les mains posées sur la table, mentalement préparé aux formalités de la répartition des biens et des responsabilités d'exécuteur testamentaire que je supposais m'incomberaient. Monsieur Patterson, l'avocat, a ajusté ses lunettes et a commencé à lire le préambule juridique standard, établissant que c'était bien le dernier testament de Robert James Wilson, saint d'esprit, etc. J'écoutais à moitié, mes pensées dérivant vers la pile de courriels professionnels qui s'accumulaient pendant mon absence et la liste croissante de tâches que je devais gérer pour maman. Maintenant, concernant la distribution des biens, a poursuivi Monsieur Patterson, ramenant mon attention au présent. À mon fils, Mason Alexander Wilson, je lègue ma montre bracelet Omega, qui m'a été donnée par mon propre père, et la lettre d'accompagnement dans l'enveloppe marquée à son nom. J'ai cligné des yeux, attendant la suite. Il devait sûrement y en avoir plus. À ma femme, Margaret Helen Wilson, je lègue notre compte d'investissement conjoint chez Fidelity Investment, le solde de nos comptes chèques et d'épargne conjoints, et tous les articles personnels non spécifiquement désignés ailleurs dans ce document. Je me suis agité sur mon siège, un léger malaise commençant à se former. À mon fils, Derek James Wilson, je lègue notre maison familiale au 1847 Oakwood Drive, y compris tous les meubles et biens s'y trouvant, non spécifiés autrement, ainsi que l'intégralité de mon portefeuille d'actions détenu chez Charles Schwab, et ma collection de pièces de monnaie rares située dans le coffre-fort à la First National Bank, coffre numéro 247. La pièce semblait légèrement basculer. J'ai agrippé le bord de la table, certain d'avoir mal entendu ou qu'il y avait plus à venir. Il devait y avoir plus. Ceci conclut la distribution des biens, a dit M. Patterson, levant les yeux du document. Le reste du testament contient des dispositions juridiques standards concernant le règlement des dettes et la nomination de Margaret Wilson comme exécutrice, avec Derek Wilson comme exécuteur successeur si elle était incapable de servir. Je suis désolé, ai-je interrompu, ma voix semblant distante à mes propres oreilles. Pourriez-vous répéter la distribution des biens? Je pense que j'ai peut-être manqué quelque chose. Monsieur Patterson a semblé mal à l'aise, mais a obtempéré, répétant exactement les mêmes dispositions. La maison familiale, d'une valeur d'environ 400 000 $ sur le marché actuel. Le portefeuille d'actions, dont je savais qu'il contenait des investissements de premier ordre accumulés sur 30 ans, d'une valeur conservatrice d'au moins 250 000 $. La collection de pièces de monnaie, un passe-temps de papa qui était devenu étonnamment précieux au fil du temps, d'une valeur peut-être de 50 000 $. Tout, chaque bien significatif, avait été laissé à Derek. Mon héritage consistait en une montre vieille de 50 ans que papa portait rarement et une lettre. J'ai regardé maman, cherchant un signe de surprise ou de malaise, une indication que ce résultat était aussi inattendu pour elle. Son expression est restée neutre, ses yeux ne rencontrant pas tout à fait les miens. Ça ne peut pas être juste, ai-je dit, entendant le tremblement dans ma voix. Il doit y avoir une erreur. Je vous assure, Monsieur Wilson, que c'est le document que vos parents ont signé il y a 3 mois, a répondu Monsieur Patterson. Ils ont tous deux été jugés compétents par 2 témoins, et tout est juridiquement contraignant. Mais j'ai payé le prêt immobilier, ai-je dit, les mots sortant avant que je puisse considérer leur pertinence. Je les ai soutenus financièrement pendant des années. Je me suis occupé de papa pendant sa maladie. J'ai conduit maman à tous ses rendez-vous. J'ai mis ma vie entre parenthèses. Derek a finalement levé les yeux de son téléphone, un sourire narquois jouant au coin de sa bouche. On dirait que tu as fait ça par choix, frérot. Personne ne t'a forcé. Je l'ai fixé, cet étranger qui partageait mon sang, mais apparemment aucune de mes valeurs. Tu étais au courant, ai-je dit, la prise de conscience se faisant jour. Tu savais depuis le début. Il a haussé les épaules, ne confirmant ni ne niant, mais son manque de surprise m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Mason, a finalement dit maman, sa voix douce mais avec un courant d'acier. Ton père et moi en avons longuement discuté. Nous avons estimé que c'était la manière la plus juste de gérer les choses. Tu as toujours été le fort, l'indépendant.
Derek a besoin de plus de sécurité que toi. Le refrain familier, ressortit une fois de plus pour justifier l'injustifiable. J'ai senti quelque chose se briser en moi, un dernier fil d'espoir qui avait obstinément persisté malgré des années de preuves contraires. Puis-je avoir la lettre, s'il vous plaît? Ai-je demandé à Monsieur Patterson, ma voix anormalement calme. Il m'a tendu une enveloppe avec mon nom écrit de la main distinctive de papa. Je l'ai ouverte avec soin, conscient de 3 paires d'yeux qui me regardaient. La lettre était brève, juste quelques paragraphes. Papa reconnaissait mon aide pendant sa maladie et exprimait son appréciation pour ma nature responsable. Il expliquait que la décision de laisser la majeure partie de la succession à Derek était basée sur sa conviction que j'étais mieux équipé pour réussir de manière indépendante, tandis que Derek avait besoin de la sécurité des biens familiaux pour trouver sa place dans la vie. Le dernier paragraphe était le plus révélateur. Tu as toujours été fort, Mason. Parfois trop fort pour ton propre bien. Tu ne sembles jamais avoir besoin de nous comme Derek en a besoin. Nous espérons que tu comprends que notre décision est basée sur le besoin, pas sur l'amour ou l'appréciation. J'ai plié la lettre avec soin et l'ai remise dans l'enveloppe. La montre était dans une petite boîte sur la table, son cadran brillant sous les lumières fluorescentes. Je l'ai laissée là où elle était. Il y a encore une chose que vous devriez savoir, Mason, a dit Monsieur Patterson, l'air nettement mal à l'aise. Le prêt immobilier sur la maison de vos parents, je veux dire sur la maison de Derek maintenant, est toujours en cours. Il reste environ 180 000 $ sur le prêt. Et, ai-je demandé, bien que je soupçonne ce qui allait suivre. Selon nos dossiers et les relevés bancaires fournis par votre mère, vous effectuez ces paiements depuis un certain temps. Je tiens à préciser qu'avec le transfert de propriété à Derek, cette responsabilité lui incombe légalement, à moins que vous n'ayez un autre arrangement. J'ai regardé maman, puis Derek. Aucun des deux ne semblait préoccupé par cette révélation. En fait, il y avait une qualité d'attente dans leur silence, comme s'ils attendaient que je me porte volontaire pour continuer le soutien financier malgré tout ce qui venait de se passer. Je vois, fut tout ce que j'ai dit en me levant de ma chaise. Merci pour votre temps, Monsieur Patterson. S'il n'y a rien d'autre qui nécessite ma signature aujourd'hui, je vais y aller. L'avocat a confirmé qu'il n'y avait rien d'autre à faire de ma part. J'ai fait un signe de tête à maman, ignoré complètement Derek, et suis sorti du bureau dans le vif après-midi de printemps, me sentant comme si j'avais vieilli d'une décennie en une seule heure. La trahison était complète et sans ambiguïté. Des années de soutien, tant émotionnel que financier, n'avaient compté pour rien. Pire que rien, elles avaient peut-être été prises comme une preuve que je n'avais ni besoin ni ne méritais de considération en ce qui concerne l'héritage de mes parents. En rentrant chez moi en voiture, les mots de mon père résonnaient dans mon esprit. Nous espérons que tu comprends que notre décision est basée sur le besoin, pas sur l'amour ou l'appréciation. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que tout le monde a besoin d'amour et d'appréciation, même les forts, surtout les forts. Le trajet de retour à mon condo s'est déroulé dans un flou. Les feux de circulation, les autres voitures, les piétons, tout semblait distant et sans importance, comme des accessoires dans une pièce de théâtre que je n'avais plus envie de regarder. Je me suis garé à ma place désignée, j'ai monté les 3 étages à pied plutôt que de prendre l'ascenseur, et je suis entré chez moi dans un état d'engourdissement émotionnel. Tout avait l'air exactement comme je l'avais laissé ce matin. Pourtant, rien ne semblait pareil. Les livres sur mes étagères, la tasse de café dans l'évier, la couverture jetée sur mon canapé, tous des symboles d'une vie que j'avais construite de manière indépendante, une vie que mes parents avaient effectivement jugée moins digne de soutien ou de reconnaissance que celle de mon frère. Je me suis assis sur le bord de mon lit, portant toujours mon costume de la réunion, et je me suis enfin permis de ressentir tout le poids de ce qui s'était passé. La colère est venue en premier, chaude et clarifiante. Comment osait-il? Après tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais sacrifié, comment pouvait-il me rejeter si complètement? Puis est venue la blessure, plus profonde et plus dévastatrice que la colère. Ce n'était pas un malentendu ou un oubli. C'était un choix délibéré, fait en pleine conscience du message qu'il enverrait. Ils avaient valorisé la dépendance de Derek plus que mon indépendance, ses besoins plus que mes contributions. Je dois être resté assis là pendant des heures, passant de la rage au chagrin et à l'incrédulité. Le soleil s'est couché, projetant de longues ombres sur le sol de ma chambre, puis a complètement disparu, me laissant dans l'obscurité. Je n'ai pas pris la peine d'allumer les lumières. L'obscurité convenait à mon humeur. Vers minuit, mon téléphone a sonné avec un texto. C'était de Trevor,
mon ami le plus proche depuis l'université, qui prenait de mes nouvelles après ne pas en avoir eu de toute la journée. J'avais oublié que nous étions censés nous retrouver pour un verre après ce que j'avais naïvement prévu être une simple lecture de testament. J'ai répondu par une brève explication, attendant de la sympathie, mais pas de conseils. La réponse de Trevor a été immédiate et sans équivoque. Mec, coupe les ponts. Avec tous. Ils t'ont utilisé pendant des années. La franchise de son évaluation m'a surpris. M'avait-il utilisé? J'avais toujours présenté mon soutien comme un choix que je faisais, une responsabilité que j'acceptais. Mais en y repensant, il y avait eu une attente que j'aide, une supposition que Mason s'occuperait des choses parce que c'est ce que Mason faisait. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade au travail pour la première fois en 3 ans. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, pour digérer, pour décider de la suite. Vers midi, ma collègue Samantha a appelé, inquiète de mon absence. Samantha et moi avions commencé à l'entreprise à peu près en même temps et avions développé une amitié basée sur le respect mutuel et des commérages occasionnels à l'happy hour. Je me suis retrouvé à tout lui raconter, les mots sortant dans un fatras désorganisé de faits et de sentiments. Elle a écouté sans interruption, ne faisant que des bruits occasionnels de reconnaissance ou d'incrédulité. C'est vraiment tordu, a-t-elle dit quand j'ai finalement manqué de mots. Mais Mason, as-tu vraiment dit à ta mère ce que tu ressens à ce sujet? Vraiment dit, pas seulement laisser entendre ou supposer qu'elle devrait le savoir. Je devais admettre que non. Dans le choc du moment, je m'étais retiré plutôt que de confronter. Peut-être commencer par là, a suggéré Samantha. Au moins, donne-lui une chance de s'expliquer. Et si son explication est nulle, alors tu pourras décider des limites que tu dois établir à l'avenir. C'était un conseil raisonnable, un conseil mature, le genre de réponse mesurée que j'apprécierais normalement. Mais une partie de moi résistait à l'idée de devoir expliquer pourquoi je me sentais trahi, comme si les faits eux-mêmes n'étaient pas d'une évidence flagrante. Néanmoins, j'ai appelé maman cet après-midi-là. La conversation a été brève et insatisfaisante. Elle a exprimé sa surprise face à ma réaction, affirmant qu'il pensait que je serais d'accord avec l'arrangement étant donné ma carrière réussie et mon style de vie indépendant. Nous pensions juste que Derek avait plus besoin de la sécurité que toi, a-t-elle répété, comme si le dire suffisamment de fois le rendrait raisonnable. Et qu'en est-il de ce que j'aurais pu vouloir, ai-je demandé. Est-ce que cela a joué un rôle dans votre décision? Mason, ne sois pas puéril, a-t-elle dit, son ton passant de conciliant à réprobateur. Il ne s'agit pas de désir, il s'agit de besoin. Tu dois être plus mature à ce sujet. La conversation s'est détériorée à partir de là. Mes tentatives d'exprimer ma blessure ont été accueillies par des déviations ou des rejets. Quand j'ai mentionné les années de soutien financier que j'avais fournies, elle m'a accusé de compter les points et de mettre un prix sur l'aide familiale. Nous avons terminé l'appel sans rien résoudre. Maman soutenait que je surréagissais tandis que je me sentais encore plus certain qu'une injustice fondamentale s'était produite. Ma prochaine étape a été d'essayer de joindre Derek, bien que j'aie peu d'attente d'une conversation productive. Comme prévu, il n'a pas répondu à mes appels. J'ai laissé un message vocal lui demandant de me contacter concernant les paiements hypothécaires et d'autres questions pratiques qui devaient être réglées maintenant que la propriété de la maison lui avait été transférée. 3 jours se sont écoulés sans réponse. J'ai réessayé, cette fois en envoyant un texto abordant directement le problème. Maintenant que tu possèdes la maison, nous devons discuter des paiements hypothécaires que j'ai effectués. S'il te plaît, appelle-moi. Sa réponse est arrivée des heures plus tard. Ne t'en fais pas, frérot. Rien ne doit changer. L'audace était à couper le souffle. Rien ne doit changer, signifiait que je devais continuer à payer pour une maison qui lui appartenait désormais légalement. Une maison dont je ne posséderais jamais aucune partie, une maison qui représentait la déclaration la plus claire possible des priorités de mes parents. J'ai décidé de recueillir plus d'informations avant de faire mon prochain pas. J'ai contacté directement la société de prêt immobilier, m'identifiant comme la personne qui avait effectué les paiements sur le prêt au cours des 3 dernières années. J'ai demandé des informations sur le solde actuel, le montant du paiement mensuel et ce qui se passerait si les paiements cessaient. Le représentant a expliqué que le prêt était toujours au nom de mes parents car le transfert de propriété après le décès de papa n'avait pas encore été enregistré auprès de la société de prêt. Une fois que cela serait fait, Derek devrait soit assumer le prêt, soit le refinancer. En attendant, la banque se fichait de savoir qui effectuait les paiements tant qu'ils étaient faits. Si les paiements cessaient,
Le processus normal de délinquance commencerait, pouvant mener à une saisie après plusieurs mois de non-paiement. Armé de ces informations, j'ai passé les jours suivants à examiner mes options. Le conseil de Trevor de couper les ponts résonnait dans mon esprit, tout comme la suggestion plus mesurée de Samantha d'établir des limites claires. J'ai pensé à ma propre situation financière. Les cotisations de retraite que j'avais retardées, les améliorations de ma maison que j'avais reportées, tout cela pour aider mes parents à maintenir leur style de vie et à garder leur maison, une maison qui ne serait jamais la mienne. Le paiement mensuel du prêt était dû dans une semaine. J'avais mis en place un virement automatique de mon compte pour le couvrir, un virement que je pouvais annuler en quelques clics. Il serait si facile de le laisser passer, de continuer le schéma de soutien qui était devenu une seconde nature au fil des ans, le chemin de la moindre résistance. Mais quelque chose avait changé en moi. La révélation du testament avait cristallisé des années de petites inégalités en une vérité indéniable. Mes parents et mon frère voyaient mon soutien comme un dû, pas comme un cadeau. Ils s'attendaient à ce que je continue de porter leur fardeau sans rien recevoir en retour, même pas la reconnaissance de base d'un traitement égal dans les dernières volontés de mes parents. Je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai annulé le virement automatique. Puis j'ai envoyé un courriel bref et factuel à maman et Derek, en copiant la société de prêt immobilier. Ce courriel sert de notification que je n'effectuerai plus de paiement pour le prêt immobilier au 1847 Oakwood Drive. Le prochain paiement est dû le 15. Veuillez prendre les dispositions nécessaires. Je n'ai offert aucune explication ni justification. Je n'ai exprimé ni colère ni blessure. J'ai simplement énoncé les faits et fermé mon ordinateur portable, ressentant un curieux mélange d'anxiété et de soulagement. Pour la première fois depuis des années, j'avais priorisé mes propres besoins par rapport aux attentes de ma famille. C'était terrifiant et libérateur à la fois. Cette nuit-là, j'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait depuis avant l'AVC de papa. La décision avait été prise, l'action entreprise. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai en sachant que je m'étais enfin défendu de manière claire et sans ambiguïté. 30 jours se sont écoulés sans aucune communication de la part de maman ou de Derek. Pas un appel, pas un texto, pas un courriel. Le silence était à la fois déconcertant et confirmateur. Il me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur la nature transactionnelle de notre relation. Sans ma contribution financière, je ne valais apparemment pas la peine d'être contacté. Pendant ce mois, j'ai redirigé l'argent que j'aurais envoyé pour le prêt immobilier vers mon propre compte de retraite. J'ai programmé les réparations de ma maison que j'avais reportées, un nouveau chauffe-eau, la réparation du robinet qui fuyait dans la salle de bain, le remplacement du vieux réfrigérateur. De petites améliorations, mais chacune était une déclaration que ma propre maison et mon avenir comptaient. Je me suis plongé dans le travail, acceptant un projet supplémentaire qui offrait une possibilité de promotion. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant la période intensive de soins. J'ai recommencé à faire du jogging, un passe-temps que j'avais abandonné lorsque mon temps libre s'était évaporé. Lentement, j'ai commencé à reconstruire la vie que j'avais mise en attente. Puis, exactement 31 jours après mon courriel concernant le prêt immobilier, mon téléphone s'est allumé avec un texto de maman, paiement du prêt dû, la banque a appelé pour un avis de retard. S'il te plaît, occupe-t'en dès que possible. Pas de bonjour, pas de « comment vas-tu ?» Aucune reconnaissance du courriel que j'avais envoyé ou du mois de silence. Juste une supposition, ou peut-être une exigence, que je continuerais mon soutien financier malgré tout ce qui s'était passé. J'ai fixé le message pendant un long moment, considérant ma réponse. L'ancien maçon se serait excusé, aurait trouvé des excuses et se serait précipité pour régler le problème. Le nouveau maçon, celui qui avait passé un mois à reconquérir sa vie et sa dignité, a tapé « La maison appartient maintenant à Derek », conformément au testament de papa. Le prêt immobilier est sa responsabilité. Simple, factuel, sans excuse. La réponse de maman est venue rapidement. Ne sois pas difficile, maçon. Tu sais que ton frère ne peut pas se permettre les paiements en ce moment. C'est toujours une affaire de famille. J'ai répondu, ce n'est plus une affaire de famille depuis que toi et papa avez décidé de tout laisser à Derek. Je vous ai tous les deux soutenus pendant des années tout en construisant ma propre vie. Cela s'arrête maintenant. Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis allé courir, me poussant plus fort que d'habitude, utilisant l'effort physique pour gérer les émotions qui menaçaient de me submerger. Quand je suis rentré à la maison, en sueur et épuisé, mon téléphone affichait 6 appels manqués. 3 de maman, 2 de Derek et 1 d'un numéro inconnu.
J'ai écouté les messages vocaux dans l'ordre. Les messages de maman sont passés de persuasifs à colériques puis à larmoyants, culminant en une accusation que j'abandonnais la famille et que je déshonorais la mémoire de ton père. Les messages de Derek étaient plus directs, me traitant d'égoïste et menaçant de vagues conséquences si je ne prenais pas mes responsabilités. Le numéro inconnu s'est avéré être la société de prêt immobilier, appelant pour vérifier mon courriel concernant la cessation des paiements. J'ai seulement rappelé la société de prêt, confirmant que je n'étais plus responsable ni impliqué dans le prêt. Le représentant l'a noté dans leur système et a suggéré que les emprunteurs principaux les contactent directement pour discuter des options s'ils avaient des difficultés à effectuer les paiements. Plus tard dans la soirée, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert pour trouver maman et Derek debout là, tous deux affichant des expressions qui mêlaient colère et désespoir. Je n'avais vu aucun d'eux en personne depuis la lecture du testament. « On peut entrer ?» a demandé maman, son ton suggérant que ce n'était pas vraiment une question. Je me suis écarté en silence, les laissant entrer dans mon condo. Nous nous sommes tenus maladroitement dans mon petit salon, aucun de nous ne faisant le premier pas pour s'asseoir. « Ça a assez duré, Mason » a commencé maman. « Je comprends que tu sois contrarié par le testament, mais nous punir financièrement ne changera rien. »« Je ne punis personne » ai-je répondu calmement. J'aligne simplement mes responsabilités financières avec la réalité de la situation. Derek possède la maison maintenant. C'est son bien, sa responsabilité. Tu sais que je ne peux pas me permettre les paiements, a interjeté Derek, le visage rouge. Je suis encore en train de lancer ma carrière. Mes chèques de commission ne sont pas encore réguliers. Tu as 34 ans, ai-je souligné. Le même âge que j'avais quand j'ai commencé à payer pour une maison que je ne possédais pas et que je n'hériterai jamais. C'est drôle comme ça marche. Ce n'est pas un jeu, Mason, a dit maman sèchement. Nous pourrions perdre la maison. C'est ça que tu veux? Que ta mère soit sans abri. Tu ne serais pas sans abri, ai-je répondu, gardant mon sang-froid. Vous avez des options. Vous pourriez vendre la maison et acheter quelque chose de plus abordable. Derek pourrait prendre un deuxième emploi ou un colocataire pour aider avec les dépenses. Vous pourriez vendre une partie des actions que papa lui a laissées. Il y a de nombreuses solutions qui n'impliquent pas que je continue de payer pour le bien de quelqu'un d'autre. Ce sont toutes les actions de ton père. S'est exclamé maman, comme si j'avais suggéré de vendre un héritage familial. Oui, ai-je convenu. Les actions qu'il a choisi de laisser entièrement à Derek, tout comme la maison. Les biens viennent avec des responsabilités. C'est comme ça que la propriété fonctionne. Derek arpentait mon petit salon, passant ses mains dans ses cheveux de frustration. Je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça. Après tout ce que maman et papa ont fait pour toi. J'ai ri, un son bref et sans humour. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi exactement, Derek? Ils n'ont pas payé pour mon éducation. Ils ne m'ont pas aidé à acheter ma maison. Ils ne m'ont pas soutenu dans les moments difficiles. En fait, c'est tout le contraire. Je les ai soutenus financièrement et pratiquement pendant des années. Et en retour, ils m'ont laissé une montre. Ils t'ont élevé, a contré maman. Ils t'ont donné un bon foyer, une bonne éducation. Ils ont fait le strict minimum que les parents sont censés faire, ai-je répondu. Et ils ont fait beaucoup plus que ça pour Derek. Je n'en veux plus pour le traitement différentiel de notre enfance, maman. Mais j'en veux pour l'attente que je continue de soutenir un système qui m'exclut explicitement de ses avantages. La conversation a tourné en rond pendant près d'une heure, maman et Derek alternant entre les culpabilisations, les accusations et, occasionnellement, lorsque ces tactiques échouaient, des tentatives de compromis qui reposaient toujours fondamentalement sur le fait que je continue de payer pour la maison. Je suis resté ferme. Le prêt immobilier était maintenant la responsabilité de Derek. S'il ne pouvait pas se le permettre, il devait faire des choix différents, tout comme j'avais fait des choix et des sacrifices tout au long de ma vie d'adulte. Finalement, quand il est devenu clair que je ne bougerais pas, maman a suggéré à contre-cœur qu'il pourrait peut-être vendre une partie des actions pour rattraper les paiements hypothécaires et refinancer le prêt pour abaisser le montant mensuel. Cela semble être une approche raisonnable, ai-je dit, soulagé qu'ils acceptent enfin la réalité. Je ne comprends juste pas pourquoi tu es si froid à ce sujet, a dit Derek en secouant la tête. Ce n'est pas le frère que je connais. Tu as raison, ai-je convenu. Je ne suis plus la même personne qui sacrifierait son propre bien-être pour soutenir un système injuste. Cette personne est partie. Voici le frère qui se respecte assez pour fixer des limites.
Ils sont partis peu après, maman les larmes aux yeux et Derek soudainement silencieux. J'ai fermé la porte derrière eux et me suis appuyé contre elle, expirant lentement. La confrontation avait été difficile mais nécessaire. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais clairement articulé ma valeur et mes limites à ma famille, et je l'avais fait sans rage ni récrimination, juste avec une certitude calme. Qu'ils comprennent ou acceptent ma position restait à voir, mais j'ai réalisé avec une certaine surprise que leur compréhension n'était plus essentielle à ma tranquillité d'esprit. J'avais dit ma vérité. J'avais défendu mes limites. C'était assez. 3 mois se sont écoulés avec un contact minimal de ma famille. Des textos occasionnels de maman, généralement des nouvelles de sa santé ou des commentaires pointus sur leur difficulté à joindre les deux bouts, mais rien qui ne nécessite une réponse substantielle de ma part. Derek a maintenu le silence radio, nourrissant apparemment toujours son ressentiment face à mon refus de continuer à financer son héritage. Par des connaissances communes, j'ai appris qu'ils avaient en effet vendu une partie des actions pour rattraper les paiements hypothécaires, mais qu'ils avaient finalement décidé que l'entretien de la maison était trop coûteux. Ils l'ont mise en vente à la fin de l'été, acceptant une offre légèrement inférieure au prix demandé, mais suffisante pour rembourser le reste du prêt et fournir un modeste coussin. Maman a emménagé avec Derek et sa petite amie, prenant la chambre d'amis dans leur appartement loué. Selon les rumeurs du quartier, Derek avait finalement décroché un poste plus stable dans une société de vente de produits pharmaceutiques, motivé peut-être par la responsabilité soudaine de subvenir aux besoins de sa mère. Je me suis concentré sur ma propre vie pendant cette période. La promotion pour laquelle j'avais travaillé est arrivée, ainsi qu'une augmentation de salaire significative. J'ai recommencé à sortir avec des gens, rencontrant Rebecca par le biais d'un groupe de randonnée organisé par des amis. Elle était intelligente, indépendante et d'une franchise rafraîchissante, des valeurs que j'avais appris à apprécier plus profondément après les événements récents. Quand je lui ai parlé de ma situation familiale, elle n'a pas offert de platitude ni insisté sur la réconciliation. Au lieu de cela, elle a dit « On dirait que tu as enfin exigé le respect que tu mérites. » Cela demande du courage. Sa compréhension a renforcé ma confiance dans les limites que j'avais établies. 4 mois après notre confrontation dans mon salon, j'ai reçu une lettre de maman. Pas un texto ou un courriel, mais une véritable lettre manuscrite sur du papier à lettres. La formalité de la chose suggérait son importance, une communication qui nécessitait plus de réflexion qu'un rapide message électronique. Je l'ai ouverte avec un mélange de curiosité et de prudence, ne sachant pas à quoi m'attendre. La lettre commençait sans préambule. Cher Mason, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois. Perdre la maison a été difficile, plus émotionnellement que pratiquement. Elle représentait tellement de la vie de ton père et de la mienne, nos espoirs et nos projets. Mais peut-être qu'il était temps de laisser partir ce rêve particulier. Vivre avec Derek a été instructif. J'aime mon fils, mais je vois maintenant des aspects de son caractère que ton père et moi avons peut-être encouragés au fil des ans. Ses attentes de soutien sans responsabilité correspondante. Son sentiment d'avoir droit à de l'aide sans gratitude. Je reconnais ces traits parce que je les ai manifestés envers toi. Je réalise maintenant à quel point nous avons pris ton soutien pour acquis, comment nous avons accepté ton aide comme nôtre du tout en accordant un traitement préférentiel à Derek. La clarté du recul est parfois douloureuse. Ton père et moi avons fait des erreurs dans la façon dont nous vous avons élevés tous les deux. Nous attendions trop de toi et trop peu de Derek. En essayant de renforcer un fil, nous avons peut-être affaibli l'autre. En essayant d'en protéger un, nous avons peut-être manqué d'apprécier l'autre. Je ne m'attends pas à ce que cette lettre change quoi que ce soit entre nous immédiatement. La confiance une fois brisée n'est pas facilement réparée. Mais je voulais que tu saches que je comprends mieux maintenant pourquoi tu as fait le choix que tu as fait. Et que je ne t'en veux pas pour ça. Si tu es ouvert à cela, peut-être pourrions-nous nous rencontrer un jour, juste pour parler. Sans attente, sans demande, juste deux adultes trouvant une nouvelle façon de se rapporter l'un à l'autre. Avec amour et regret, maman. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai mise de côté pour digérer mes réactions. Il y avait une partie de moi qui voulait instinctivement se précipiter vers la réconciliation, pardonner immédiatement et complètement, retourner à une version idéalisée de l'harmonie familiale. Mais j'ai reconnu cette impulsion comme un schéma que j'essayais de briser, le schéma de prioriser les besoins des autres au-dessus de ma propre santé émotionnelle. Après mûre réflexion, j'ai envoyé un texto à maman pour lui proposer de nous retrouver pour un café dans un lieu neutre le week-end suivant. J'ai délibérément choisi un lieu public avec une limite de temps naturel, établissant des limites même dans cette étape timide vers la reconnexion.
Nous nous sommes retrouvés dans un petit café à mi-chemin entre nos maisons. La conversation a été initialement maladroite, avec de longues pauses et une navigation prudente autour des sujets sensibles, mais progressivement, quelque chose a changé. Pour la première fois peut-être, nous nous sommes parlé en tant qu'adultes sur un pied d'égalité, et non comme une mère et son enfant enfermés dans des rôles établis. Maman a partagé plus d'informations sur son nouveau logement, y compris les défis de l'adaptation à un espace plus petit et la tension qui surgissait parfois entre elle et la petite amie de Derek. Elle a mentionné que Derek avait commencé une thérapie, poussée par des difficultés relationnelles qui sont apparues lorsque sa petite amie a observé la dynamique entre lui et maman. Il apprend de dures vérités sur lui-même, a dit maman en remuant son café. Des vérités que j'aurais dû l'aider à affronter il y a des années. J'ai partagé un peu d'informations sur ma promotion et ma relation avec Rebecca, en faisant attention de ne pas trop en dire ou de chercher une approbation. C'était une information donnée librement, pas une validation demandée. Alors que nous nous préparions à partir, maman a hésité, puis a dit « Je veux que tu saches que je suis fier de toi, Mason. Pas seulement pour ta réussite professionnelle, mais pour avoir eu le courage de te défendre, même quand c'était difficile, même quand c'était contre moi. » Les mots que j'avais attendus des décennies d'entendre, livrés maintenant alors que je n'en avais plus désespérément besoin, mais que je pouvais apprécier pour ce qu'ils étaient, une reconnaissance de la croissance de notre part à tous les deux. Notre relation a continué d'évoluer au cours des mois suivants. Nous avons établi un nouveau modèle d'appel téléphonique occasionnel et de rencontres mensuelles pour un café. Les conversations restaient principalement dans le présent, se concentrant sur les expériences actuelles plutôt que de ressasser les blessures passées. Ce n'était pas le lien étroit mère-fils que certains pourraient imaginer, mais c'était honnête et durable. Derek et moi avons maintenu une relation plus distante. Nous échangions des textos d'anniversaire et nous nous voyions lors de réunions de famille occasionnelles, mais il n'y avait aucune prétention de proximité. Peut-être qu'un jour cela changerait s'il continuait son chemin de prise de conscience, mais je ne me sentais plus responsable de gérer ou d'améliorer notre connexion. Le changement le plus significatif, cependant, était en moi. La liberté financière qui a découlé de la fin de mon soutien à la maison familiale m'a permis de financer entièrement mes comptes de retraite, de constituer un fonds d'urgence et même de commencer à économiser pour un acompte sur un condo plus grand ou une petite maison. J'ai pris mes premières vraies vacances depuis des années, voyageant au Portugal avec Rebecca pour 2 semaines glorieuses d'exploration et de détente. Au-delà des avantages pratiques, j'ai connu un profond changement dans mon sentiment de valeur personnelle. En établissant des limites claires et en attendant un traitement équitable, j'avais brisé le cycle d'auto-sacrifice qui avait défini une grande partie de ma vie d'adulte. J'ai appris que dire non à des attentes déraisonnables n'était pas égoïste. C'était un acte essentiel de respect de soi. En fin de compte, l'héritage qui importait n'était pas les biens matériels que mes parents avaient distribués dans leur testament. C'était la leçon que j'ai finalement apprise à travers leurs actions et ma réponse, que nous apprenons aux gens comment nous traiter par ce que nous acceptons, ce que nous permettons et ce que nous confrontons. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de vous tenir fermement dans votre valeur, même si cela perturbe des schémas de comportement confortables. Parfois, la vraie guérison familiale ne commence pas par le pardon ou la réconciliation, mais par le courage de dire « ça s'arrête maintenant ». Je sais maintenant que la force ne se mesure pas à la quantité de choses que vous pouvez endurer en silence, mais à la clarté avec laquelle vous pouvez dire votre vérité quand c'est le plus important. Et parfois, pour être entendu, il faut être prêt à s'éloigner de ceux qui refusent d'écouter. Si mon histoire résonne en vous, j'espère qu'elle vous donnera le courage d'examiner les limites dans votre propre vie. Êtes-vous valorisé comme vous le méritez? Vos contributions sont-elles reconnues? Acceptez-vous un traitement qui diminue plutôt qu'il n'améliore votre sentiment de valeur? Ce ne sont pas des questions faciles, mais elles sont essentielles. Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec des membres de votre famille? Qu'est-ce qui vous a aidé à trouver la force de vous affirmer? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner si cette histoire a signifié quelque chose pour vous. Rappelez-vous, chaque fois que vous honorez votre valeur, vous donnez aux autres la permission de faire de même. Merci d'avoir écouté et prenez soin de vous.